Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai vu ce que tu m'as envoyé, je te remercie. Du coup, on va appliquer la méthodologie de l'analyse linéaire tout simplement à ton texte. J'ai pas dit qu'on finirait. Ah si, j'avais dit ça. On va finir du coup d'abord toute cette histoire avec le mâle d'Arthur Rimbaud. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un petit peu la fin du poème? Oui, Ok, alors, est-ce que c'était plus clair après? On était sur le poème d'Arthur Rimbaud. oui, ça va. Le mâle, on avait dit qu'il dénonçait du coup la guerre, la religion et qu'il mettait en valeur la nature. Donc tout ça, c'est très bien. Et il nous restait un petit peu toute la partie du coup sur la religion. Donc, alors, partie sur la religion. Je vais chercher le diapo de la veille. Alors, ok. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé du coup dans le dernier mouvement? Donc tout ce qui était autour de la religion, du 9e vers jusqu'à la fin. Il est un dieu qui rit, Zona peut damasser. Attends. Hein. Tac. C'est bon. Alors, je vous dis ce que j'ai trouvé. Ouais, vas-y, dis-moi. J'ai pas trouvé, j'ai trouvé une allitération en S, allitération, pardon, Oui? euh, qui dans le bercement de Hosanna s'endort. Ah, très bien. Ok. Du coup, pour comment ça s'appelle? Comment C'est, il y a pour le linéaire, je sais pas comment on dit. L'analyse linéaire, j'ai trouvé que pendant la guerre, le dieu rit et, il fait directement référence au roi qui raille dans la première strophe. Très bien. Donc ça veut dire que ces deux figures, elles sont rapprochées et qu'elles se moquent des soldats qui meurent. Ok, super. Et ouais, c'est une bonne interprétation. Et par rapport à l'allitération, du coup, en S, qu'est-ce que tu peux me dire? Pourquoi avoir mis une allitération ici? Qu'est-ce que ça donne comme effet sur le texte? Ça le rend plus doux. Ouais, ça le rend plus doux. Ici, on parle de bercement, s'endort, etc. Ouais, En tout voilà, cas, c'est ça ça. donne une impression de passivité. Très bien. Il y a un dieu qui rit. Oui, le dieu qui rit, ça fait repenser au roi qui raille. Finalement, il rit de tous ces morts. Il s'en moque en réalité. Il se moque totalement de la condition humaine et de tous ces soldats qui trouvent la mort à la guerre. Comme si finalement ce n'était pas son problème et qu'il s'en lavait les mains. Très bien. Voilà. Si je l'ai mis, d'abord il rit, ensuite il s'endort dans le Oui, bercement des Hosanna. très Et bien. ça, Donc, oui. oui. Et du coup, ça veut dire qu'il n'est pas préoccupé par la guerre. Très bien. C'est ça, le Dieu là, c'est le Dieu chrétien tout simplement, n'est pas préoccupé du tout par la guerre. Et ensuite, il se réveille. Donc on a une antithèse ici. Il s'endort et se réveille. Pourquoi la présence de cette antithèse? Quand est-ce qu'il se réveille? En fait, et du coup, après, il y a le complément substantiel de temps quand. Il montre Oui, qu'il n'est intéressé que par l'argent parce qu'il se réveille que au son des dons des fidèles. Donc, quand les mères, c'est les fidèles et elles vont donner de l'argent à l'église pour prier Dieu pour que leurs enfants soient sains et saufs. exactement, c'est très bien.
on a un dieu qui s'en moque, qui se moque totalement de la guerre, donc il s'endort. Tu as très bien relevé la littération S, il y a une forme de passivité ici. En plus, on a les bercements, etc., des hosannas qui sont des cris, des chants comme ça. Ok, et ensuite on a une antithèse, donc avec notre Dieu qui se réveille. Du coup, lorsque les mères, donc les mères des soldats, viennent apporter un gros sou, du coup ils se Ouais, réveillent quand finalement il y a l'argent. Donc ça montre l'avarice de l'Église. Donc oui, le fait que l'Église n'est là que pour l'argent en réalité. Euh, on a aussi tout le champ lexical de la luxure. On a nappes damassées, on a l'autel, l'encens, les calices d'or. Et on a aussi, à contrario, le champ lexical de la pauvreté. Donc ces femmes avec leurs vieux bonnets qui donnent un gros sou, c'est au singulier, dans des mouchoirs, etc. Donc on a ici une dualité entre la richesse de l'Église et la pauvreté du peuple finalement, de ces dames qui viennent pleurer leur fils. Très bien, tu m'as relevé comment tu as dit, complément circonstanciel. Bon, voilà, on a le champ lexical de la richesse. Entre autres, ici, Rimbaud semble vouloir nous montrer que l'Église serait finalement complice de la guerre, donc l'Église catholique, et qu'elle s'enrichirait, qu'elle profiterait de ce malheur-là pour s'enrichir. Donc voilà, on a la lecture, etc. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il fallait dire. Et on a l'adjectif qualificatif vieux qui qualifie bonnet et qui, encore une fois, montre finalement que le peuple est pauvre et que l'Église l'exploite tout de même. Ici, c'est pour choquer. Donc ça témoigne de la pauvreté des familles et de cette Église finalement qui profite du malheur, qui exploite les plus faibles. Voilà. Donc ici, on a bien une critique de la religion catholique, mais surtout en réalité de l'Église, tout simplement. Très bien, je suis très contente de ce que tu as trouvé. Est-ce que ça t'a pris du temps ou pas? 30 minutes 30 à minutes. peine. Bon, ben, c'est bien. Ok. Oui, c'est sûr que si tu fais 30 minutes, ouais, ok. Alors là, du coup, on va changer de diapo et on va préparer un des textes que tu m'as envoyé, à savoir Manon Lescaut. J'ai voulu changer et ne pas faire que du vert. Alors, on est le 19 ici. Ok, on va faire Manon Lescaut. Est-ce que tu as ton texte devant toi? Si ce n'est pas le cas, je peux le mettre, il n'y a pas de souci. Hop, Ouais. Alors, tac. nickel, on va juste le relire encore une fois. Ensuite, on va essayer de faire une petite présentation parce qu'on n'en a jamais en parlé ensemble. Manon Lescaut, c'est quoi? Qui est l'abbé Prévost? Qu'est-ce qu'il se passe? Donc ici, je te laisse tranquillement le relire avant qu'on fasse le point ensemble. Quelle était la question? Comment? Quelle était Euh, la question? Pas tout Juste entendu. de lire le... Ah, d'accord. D'accord.
C'est bon. Nickel. Alors, de quoi parle le texte? Il parle d'un, bah de, comment on dit? Je sais même, ah bah, il parle de, mais comment il s'appelle déjà? Où est-ce que je l'ai vu? Qui s'appelle le narrateur? Oui, Il s'appelle Desgrieux. voilà, Desgrieux. Merci. Bah, Desgrieux, on voit que Desgrieux, bah, il a, il est en prison et il essaie de s'échapper. Ouais. Et en fait, ça c'était avant, mais il a demandé une arme à, il a demandé une arme à, comment, le frère de Manon. Et il lui a demandé qu'elle ne soit pas chargée pour pas tuer quelqu'un. Et du coup, il a, du coup, il a menacé le père. Donc c'était un père qui était dans l'église. Mhm. C'était donc un abbé, plus précisément. Ouais. Non, je sais pas. Bah, en fait, il a menacé avec un pistolet pour le faire sortir. Donc il est sorti, mais avant de sortir, euh, il, il a tenté l'abbé a tenté quelque chose contre Desgrieux. Et en fait, avant, il y avait des vassaux qui dormaient dans là où on gardait la prison, le portail. Et l'abbé a demandé à ce vassau de venir l'aider, sauf que l'arme était en fait chargée et Desgrieux le savait pas, il a tiré et le coup est parti et il l'a tué sur le coup. Ok. Et, Oui. du coup, il dit à son, il dit que, comment dire? Il dit que c'est de la faute de l'abbé. Ok. Très bien. Alors, ici, du coup, on va rapidement, c'est très bien pour résumer, on va rapidement présenter l'œuvre. Enfin, on est sur quoi là? On est sur un roman. Est-ce que tu pourrais à peu près donner l'année? L'année de parution. 1731. On est sur 1731, écrit par Euh, ça, écrit par, je sais l'abbé pas, l'abbé bah, l'abbé Prévost. Prévost. Mhm. C'était Mhm. qui l'abbé Prévost à peu près? Je sais pas. Sa fonction dans la société. C'était un homme d'église, il était aussi journaliste, écrivain, Ok. etc. Donc c'était à la fois un homme d'église et à la fois un homme de lettres. Ok. Le roman Manon Lescaut, c'est l'histoire de quoi? De quoi ça parle? Mais quand je te dis ça, je veux pas juste un résumé de l'histoire. Quels sont les enjeux de l'œuvre? Ah, je sais pas du tout. On est sur un roman de mœurs ici. Autrement dit, il va y avoir toute cette question du dilemme moral. Et en réalité, l'abbé Prévost nous a pas juste livré une histoire d'amour ici. Non, on sera plus sur, si tu veux, un questionnement sur les normes sociales. Donc la distinction entre le bien et le mal dans la société. Et on aura deux personnages, donc à savoir Manon et Desgrieux. Du coup, Desgrieux et le narrateur, qui sont amoureux de l'un de l'autre, et en raison de cet amour et de leur marginalisation, autrement dit la mise à l'écart par la société, ben, ils vont être poussés un petit peu à commettre des actes plus ou moins répréhensibles. C'est ce qui se passe ici. Ok. Ok. Là, Desgrieux, en fait, il nous a pas juste montré ça pour nous montrer ça, il nous pousse à nous interroger finalement sur la société et sur ses normes. Voilà un petit peu Ok. à quoi on va s'intéresser. Du coup, ici, on a un extrait qu'on va devoir analyser de façon tout à fait linéaire, donc trouver une problématique, l'introduction vient de la faire, et les enjeux du passage. Quels sont les Ok. enjeux du passage ici? Quel est le message transmis par l'auteur? Bah que c'est la dangerosité de l'amour, non? Parce qu'il fait ça pour Manon.
Ouais, il fait ça pour Manon, exact. Ici, il fait ça pour Manon, donc il y a toute la dangerosité de l'amour finalement. Mais pourquoi c'est dangereux? Qu'est-ce qu'il doit faire de dangereux à Desgrieux? Pourquoi c'est fou? Bah, il doit s'évader de prison. Ouais, il doit s'évader de prison. Et en plus, il y a la nécessité d'employer la violence, d'employer la force pour s'évader ici. Mais sauf que Desgrieux, au début de l'histoire, il est présenté comme un homme tout à fait honnête. Donc il y a ce dilemme moral entre finalement l'emploi de la force pour s'évader et retrouver Manon ou tout simplement subir sa situation, subir son sort. Donc ici, il y a un dilemme moral, il y a un dilemme psychologique, le narrateur aussi, entre la volonté de fuir et la nécessité d'employer la violence. Et ce dilemme, il va montrer toute la complexité morale du personnage, en raison de cet amour, du coup, pour Manon, et en raison de ce que lui impose finalement la société. Ok. On a une tension dramatique qui est forte, on a une montée en tension au début, on va le voir plus particulièrement dans notre analyse. Au début, ça semble plus ou moins aller, etc. On va le voir comment à travers le dialogue, mais on a un enchaînement très rapide finalement d'actions, de dialogue, et on a un renforcement autour du suspense et de l'incertitude de son évasion. Est-ce que Desgrieux va parvenir à s'enfuir ou non? Hmm. Et ensuite, on aura une critique de la société assez implicite. Donc l'épisode, il va mettre en lumière finalement la dureté des rapports de force entre la société où l'honneur et la survie priment du coup sur la morale. Voilà. Donc en fait, Manon Lescaut, c'est pas juste un roman d'amour, c'est avant tout un roman de normes sociales. C'est un Hmm. roman de Ok. normes. L'abbé Prévost va critiquer un petit peu la société. Pourquoi il va critiquer la société? Parce que Manon et Desgrieux sont amoureux. Ça, jusque-là, tout va bien, chacun de ses choix. Cependant, ils se retrouvent très vite marginalisés. Donc, ils se retrouvent vite à l'écart de la société, sans personne, sans aucune aide. Comme ils sont marginalisés, ils connaissent la précarité. Ok. Et cette précarité imposée par la marginalisation va les pousser à commettre des actes répréhensibles, avec notamment le frère de Manon Lescaut. Ils vont voler, ils vont, Ils vont tricher. voilà, ils vont tricher, mettre en place des stratagèmes, etc. Donc finalement, c'est l'exclusion de la société qui met dans la précarité et la précarité qui pousse à faire les mauvaises choses. Donc en réalité, ici, l'abbé Prévost n'est pas une critique du comportement de Desgrieux et de Manon, mais de la société qui les a exclus. Ok. Ok. En plus de ça, on aura toute l'inconstance avec Manon là. Et là, l'abbé Prévost, il voulait un petit peu montrer que dans la société du coup du XVIIIe siècle, les femmes étaient un petit peu considérées comme des objets bonnes qu'à la luxure. Et du coup, il a amplifié ça dans le caractère de Manon. Manon, on lui a fait croire, la société lui a fait croire qu'elle n'avait d'autre choix que de séduire pour vivre. Et à aucun moment, on lui a dit, mais Manon, tu pourrais très bien travailler, tu as des capacités intellectuelle, etc., tu pourrais travailler, gagner ton argent. La société fait croire à Manon que comme elle est une femme, ce n'est qu'un objet qui n'est bon qu'à séduire pour avoir de l'argent. Donc on a plein de petites critiques de la société dans ce roman et on va essayer d'étudier ça. Du coup, on va juste se concentrer sur notre passage à nous. Mais tout ça pour dire que dans notre passage, on a également une critique de la société qu'il va falloir mettre en avant pour problématiser correctement le texte. Donc bien attention, lorsque du coup tu fais une analyse linéaire, intéresse-toi toujours aux, comme, aux enjeux du texte.
Ici, oui, il y a la scène de l'évasion, mais pourquoi? Parce que l'abbé Prévost souhaite critiquer quelque chose. Donc, lorsque tu fais ton travail au brouillon, tu te demandes de quoi ça parle, comme tu me l'as fait le petit résumé, et finalement, qu'est-ce que l'auteur veut dire? C'est ce qu'on avait vu hier avec cette histoire du fond et de la forme. Alors, est-ce que tu as une idée de découpe de mouvement ou de problématique? Non. Non. Alors, je vais te laisser quelques instants pour relire le texte, te rendre compte de tout ce que je viens de dire et essayer de trouver une problématique. On cherchera Ok. le mouvement ensemble. Ok.
C'est bon. Alors, dis-moi. J'ai trouvé comment cet extrait met-il en scène le renversement des rapports de force entre les personnages. Hum, oui, ok, Au, dé- Oui. Au tout début de quand il arrive à Saint-Lazare, c'est du coup l'abbé qui est en position de force, puis c'est lui, puis c'est re-l'abbé avec le vassau, et enfin c'est lui avec son arme qui en fait était chargée. Très bien. Ok, qu'est-ce que tu mettrais en avant par rapport à cet extrait-là, du coup? Le contrôle progressif Hmm. de mon grieux. Hum, ok, ok, très bien. Alors, je vais te proposer une autre problématique, mais Ok. la tienne convient très bien. Comment cet extrait illustre-t-il la tension dramatique et la complexité morale du narrateur dans son évasion? Donc ça nous permet vraiment de mettre en avant tout ce qui va être autour du dilemme moral, Ok. etc., des valeurs. Mais sinon, ta problématique marche très bien. Tout dépend du coup de comment tu veux la justifier. Mais sinon, oui, ça peut marcher. Ok, nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Tu sais pas? On va chercher les mouvements, tout simplement. Ah, ok. Alors, les mouvements, comment on s'y prend? Alors, on va repérer les changements de ton, d'intensité, etc. Donc, ce que j'aurais fait, c'est tout simplement découper le texte en trois mouvements plus ou moins proportionnels, en me concentrant à chaque fois sur d'autres thématiques ou des moments différents. Donc, comme tu l'as dit, que ce soit par l'inversion des rapports de force ou par tout simplement l'enchaînement des actions ou des dialogues. Ok. Donc, déjà, un dialogue marqué par l'urgence et la peur. À mon sens, au début du texte, Desgrieux essaye tout simplement de discuter, etc. Il y a une opposition entre le père, du coup, qui semble plutôt effrayé, et le narrateur, donc Desgrieux, qui est très, très impatient, qui est pressé, tout simplement, qui presse le père. Mais on a aussi un dilemme moral du coup de Desgrieux, donc il ne veut pas tuer. Il essaye dans un premier temps tout de même d'imposer son autorité. Donc ça, on va le voir avec des points d'exclamation, les tournures de phrases, etc. On a l'usage de répétition, on a du discours direct pour accentuer la tension dramatique. En tout cas, Desgrieux essaye d'imposer son autorité pour ne pas avoir à tuer, pour s'évader. Et ça, à mon sens, c'est de la ligne première à la ligne 8. Ok. Ouais, normalement oui. Ok, donc ligne première, ligne 8. Alors, pendant que j'écris tout ça, tu peux essayer de réfléchir à un second mouvement. Second ou Ah, un deuxième. second mouvement?
Oui, ou deuxième. Ok. J'ai trouvé. Ok, dis-moi. Ah, Euh, L'évasion progressive et la tension croissante. nickel. Du coup, j'imagine ligne 9 à jusqu'où? Ligne, ligne 9 jusqu'à la ligne euh, 14. Jusqu'à Porte, c'est ça? Oui. Nickel. Ok, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Pourquoi tu m'as dit qu'ici c'était un mouvement? Pourquoi tu t'es arrêté à cette ligne-ci? Tout simplement, on a une sensation de libération proche. Mm. Elle est interrompue par l'intervention domestique du valet. Il y a un suspense qui est renforcé. On va expliquer comment, mais en gros par la mise en scène. Pour moi, le, l'intervention du domestique, ce serait peut-être dans la
dans le 3 de la ligne 15 à 21. Nickel. Euh, J'ai mis l'intervention du domestique et l'augmentation de la violence. c'est très bien justifié. Ok, j'apprécie. Donc, ligne 15 à la fin. Euh, intervention domestique. On a une opposition entre la détermination du narrateur et la résistance du domestique. Et donc ça va donner lieu à la violence. Qu'est-ce qu'on Oui. va avoir? On va avoir une notion de fatalisme. On verra plus tard. Pour le mouvement 2, qu'est-ce que tu pourrais rajouter avec le suspense renforcé? Euh, vous avez mis quoi, vous? Mis Moi, j'ai mis suspense renforcé par la mise en scène, barrière, verrou, obscurité. Euh, il force le père à ouvrir les portes. Nickel. Ok, bon là, je pense qu'on est prêt à commencer notre analyse. Donc, je vais faire, je pense, le début. Et ensuite, je te laisserai essayer de réfléchir à la fin. Enfin, je vais faire les premières phrases un petit peu. Je vais tout simplement expliquer le texte. Ok. Mais mon cher fils, reprit-il d'un air pâle et effrayé, que vous ai-je fait? Quelle raison avez-vous de vouloir ma mort? Point d'interrogation. Ici, on a une interpellation, bon, du coup, qui est assez obligatoire pour un homme d'église, mais c'est assez affectueux. Malgré la peur, finalement, il y a cette utilisation de mon cher fils avec du coup l'adjectif affectueux cher qui souligne finalement un lien qui n'est pas familial, mais qui tente quand même d'émouvoir le narrateur. Il y a cette volonté ici du père à ramener des grueux à la douceur. Il essaye un petit peu de le prendre en pitié. Voilà, de Hmm, l'émouvoir. ok. On a aussi une description physique, un air pâle et effrayé. Donc ça met en avant la peur du père. Tout simplement, la peur est à l'intérieur de notre corps, tout simplement. Mais ici, elle transparaît même à l'extérieur de façon physique. Ce qui montre que c'est une peur vive, une peur violente qui finalement anime le père. Donc ça montre que il se sent très clairement menacé et qu'il a bien compris les intentions de Desgrieux, qu'il ne prend pas ça simplement pour des menaces. On a aussi une conjonction de coordination, à savoir le mais, qui montre le désarroi du père. Hmm, ok. Évidemment, on a ce fameux point d'interrogation qui, à mon sens, est la chose la plus frappante ici. Ce point d'interrogation est donc sous une forme interrogative. C'est en réalité une question rhétorique. C'est une question qui n'attend pas de réponse. Le père sait très bien qu'il n'a rien fait et que Desgrieux, enfin rien fait personnellement, que Desgrieux veut juste s'enfuir. Donc ici, cette question rhétorique, elle insiste euh, sur l'incompréhension, mais aussi le père cherche vraiment à faire culpabiliser Desgrieux.
Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, les deux savent que le père n'a personnellement rien fait, que Descrues veut juste s'échapper, et le père ici essaye de faire culpabiliser notre narrateur. Donc Ok. le père, il est dans une posture un petit peu de victime, il va essayer par de multiples moyens d'apitoyer finalement Desgrieux et ça va renforcer une tension dramatique et un dilemme moral du narrateur. Pourquoi faire mal à cet homme d'église qui n'a rien fait et qui était juste sur son chemin? Voilà, donc ici, on va commencer tranquillement à rentrer dans le dilemme moral en raison de ce père qui, voilà, qui lui met qui le met devant le fait accompli de son innocence, il n'a rien fait, et en plus de ça, qui utilise cet adjectif cher finalement, qui est assez affectueux. Ensuite, on a du coup la réponse de Descrieux et non, répliquai-je avec impatience, je n'ai pas de dessein pour vous, si vous voulez vivre, ouvrez-moi la porte et je suis le meilleur de vos amis. Les amis. Alors, il y a plein de choses ici. Déjà, il s'exclave. Et non, bon, d'accord. Et non, on a une exclamation, une interjection ici. Et ça marque l'agacement, mais surtout l'impatience de Desgrieux. Donc voilà, il est terriblement impatient, il s'exclave, il s'exclame, tout ce qu'on veut. Bon, le répliquage, la réplique, répliquage montre que c'est quelque chose de vif, qu'il a du tac au tac donné sa réponse. Il la qualifie d'impatiente, tant mieux, on l'avait deviné. Je n'ai pas de dessein, je n'ai pas dessein de vous tuer. Si vous Mm. voulez vivre. Alors, ici, on a une figure de style assez intéressante, on a une antithèse. La première proposition, je n'ai pas dessein de vous tuer. Je n'ai pas dessein de vous tuer, ça veut clairement dire je n'ai pas envie de vous tuer, je n'ai pas prévu de vous donner la mort. Si vous voulez vivre. Donc ici, on a une condition par le si, et cette condition, si vous voulez vivre, montre qu'il y a des conditions à sa survie. Donc on est dans l'antithèse, pourquoi? Parce qu'il y a un paradoxe entre je n'ai pas prévu de vous tuer, mais il y a une condition à votre survie. C'est un paradoxe ici, c'est une antithèse, et ça souligne la menace implicite. Il ne veut pas directement menacer le père, mais il le menace indirectement, en disant d'abord qu'il ne veut pas le tuer, et ensuite il lui dit clairement que qu'il va le faire. Ok? Si la condition Ok. n'est pas remplie. Est-ce que ça, c'est noté pour toi, toute cette histoire? Mm. Ensuite, ouvrez-moi la porte. Du coup, il donne bien sa condition. Euh, Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ah oui, j'avais oublié. Du coup, euh, par rapport à je n'ai pas de dessein de vous tuer, si vous voulez vivre, on est ici sur une prétérition. Une prétérition, pourquoi? Parce qu'on dit quelque chose en disant que nous n'avons pas envie de le dire. Voilà. Donc on est sur une antithèse et une prétérition. Ensuite, il nous donne sa condition. Sa condition, il nous la donne à l'impératif, ce qui montre qu'il n'y a pas d'autre alternative pour l'homme d'église. Et je suis le meilleur de vos amis. Ici, on a une hyperbole, du coup, le meilleur de vos amis. C'est une hyperbole, c'est de l'ironie assez dramatique. Il va user de la force et pourtant il va dire que ce sera un ami. Donc on est ici dans une tension dramatique. Est-ce que c'est clair? Ok. Je pense que je vais faire tout le premier mouvement et je te laisserai faire le deuxième. Du coup, le narrateur ici, il tente de se justifier par sa volonté de sortir, etc. Il tente de se justifier. Et tout d'abord, il essaye de cacher la menace, donc avec l'antithèse, la prétérition qu'on a vue. Et ensuite,
il va finalement à l'impératif donner une réelle condition à la survie du père. Donc il impose une forme de contrainte déguisée avec une fausse bienveillance. Ensuite, j'aperçus les clés qui étaient sur la table. Bon, je les pris et je l'ai pris et je le priai de me suivre en faisant le moins de bruit qu'il pourrait. Alors, ici, on a des verbes d'action au passé simple. J'aperçus, je prie, prier, etc. Donc on a une succession de verbes au passé simple qui montre qu'on est passé dans de la narration très très rapide. On va accélérer les actions, on va les enchaîner, on va avoir un enchaînement d'actions, ce qui accélère finalement l'évasion. Ok. Prier de me suivre. Là, ici, le verbe prier, ça donne une impression un petit peu de politesse. Ça contraste avec ce qu'il est en train de faire. En réalité, pourquoi? Ici, l'abbé Prévost voulait montrer que Desgrieux est un jeune homme tout à fait respectable. Enfin, du moins, c'est ce que l'abbé Prévost voulait qu'on voit de lui. C'est un jeune homme tout à fait respectable, mais en raison de la situation, on va pas se mentir, qu'il le stresse, qu'il le tend, il devient quelqu'un d'assez ignoble. Et du coup, Mm. l'abbé Prévost, avec le verbe prier, voulait nous montrer que même si Desgrieux est en train de faire quelque chose de tout à fait répréhensible, il garde quand même certaines habitudes, notamment de politesse, qu'il avait eues de par son éducation. Euh, ensuite, le moins de bruit qu'il pourrait. Alors, ici, on a tout simplement une phrase, une modalisation qui montre la prudence du narrateur, qui montre tout de même que tout ça est assez calculé et que même s'il fait les choses avec empressement, il veut que ça reste assez caché. Donc dans... Et ici, on a clairement une prise de contrôle du narrateur sur l'homme d'église, du coup, et il va instaurer une atmosphère de furtivité. Voilà, le moins de bruit qu'il pourrait. Après, l'utilisation du conditionnel ici est assez surprenante. Ça montre quand même qu'il s'attend à ce que le père fasse un petit peu de bruit quand même. Et cette utilisation du conditionnel, du coup, qui évoque l'hypothèse, la condition, montre, enfin, présage un petit peu la suite. Donc l'arrivée du domestique. Ça nous montre que Ok. le père aurait pu ne pas faire de bruit, mais bon, Desgrieux en doutait quand même, et ça présage un petit peu l'arrivée du domestique, parce que l'utilisation ici du conditionnel est assez moche à l'oreille. C'est assez surprenant. Ok. Là, je parle, mais je mettrai après sur le diaporama. Oui, oui. Il fut obligé de s'y résoudre. Alors, il fut obligé de s'y résoudre. On a tout simplement ici la voix passive. Donc être obligé. Enfin, la voix passive avec l'auxiliaire être et ensuite un participe passé. Bon, en tout cas, on est à la voix passive et ça montre finalement que le père n'a plus le choix. Il est en train de totalement subir l'action. Ici, il est en Ok. train de subir l'action. Il devient une figure tout à fait passive et, à contrario, ça va renforcer l'autorité du narrateur. Ok. Ça va renforcer l'autorité du narrateur. Le père n'est plus maître de ses actions, il subit tout simplement ce que Desgrieux lui ordonne. D'accord.
Je finis du coup avec ce paragraphe et ensuite je te passe le flambeau pour que tu puisses à ton tour essayer. À mesure que nous avancions et qu'il ouvrait une porte, il me répétait avec un soupir. Donc là, on est à l'imparfait. Donc Mhm. ça insiste sur une progression beaucoup plus lente. Beaucoup plus lente, pourquoi? Pour ne pas faire de bruit, pour rester discret, toujours dans cette impression de furtivité. Donc, au début, quand il presse un petit peu le père comme ça, on a le passé simple. Et ensuite, quand ils sont tout doucement, quand ils se déplacent pour ne pas faire de bruit, on a à nouveau l'utilisation de l'imparfait pour montrer la lenteur, toute la précaution ici qui est prise. Et en plus de D'accord. ça vient augmenter le suspense. D'accord. Euh, Ça, ok. Il me répétait avec un soupir. Alors, le soupir est la traduction du désespoir du père, tout simplement. Voilà. Donc, il me répétait, on a l'indication vocale du soupir. Le soupir, c'est la traduction de, du désespoir du père, quoi, de sa passivité. Et ici, on a une tension qui ne cesse de croître. Parce que là, on voit vraiment qu'ils se déplacent, qu'ils peuvent croiser quelqu'un à tout moment. Et l'évasion se fait lentement, très lentement, dans une atmosphère plutôt pesante qui emplit le père de désespoir et qui après, ce désespoir va s'abattre sur des grues lorsque il y aura l'invasion du Valais qu'on va voir bien après. Est-ce que tu as des questions? Non. Nickel. Alors, est-ce que tu peux essayer de faire le deuxième mouvement? Voilà, essayer de faire un petit peu comme moi, de repérer des petites choses et ensuite de les interpréter. Sans que ce soit parfait, hein. Juste voilà, comment tu comprends le texte, à l'oral, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux. Est-ce que tu as besoin d'un temps pour écrire ou pour lire le texte? Oh, oui. Ok. Bon, ben, je te laisse un petit peu de temps. Et après, le but, ça serait que ce soit vraiment que là, je te laisse un peu de temps pour préparer, mais pas du temps pour préparer pour rien. Il ne s'agit pas de faire une disserte, mais juste voilà, de prendre des petites notes comme ça pour qu'après, tu puisses prendre la parole sur plusieurs minutes en essayant un petit peu de m'expliquer un court passage. D'accord? Mais de toi-même, Et de façon spontanée. lequel de passage? Là, tu me fais le deuxième mouvement. Donc, on avait dit du D'accord. vers 9 de la ligne 9 jusqu'à la ligne 14. De quoi? Ouais. Excusez-moi, c'était quoi du coup c'est le deuxième mouvement? Ouais, c'est Donc, le deuxième mouvement, ligne 9 à ligne 14. Et je peux te projeter d'accord. le texte, il n'y a pas de souci, mais c'est plus agréable si tu l'as en face de toi. Enfin, Moi, c'est bon, je l'ai en face de moi. Et du nickel. coup, je dois vous montrer. Faire un petit peu comme moi. Relever des éléments du texte et savoir un petit peu les interpréter. Ok, d'accord. Comme tu m'as fait avec Rimbaud, là, en début d'heure, c'était très bien. D'accord, ok.
C'est bon. Nickel, vas-y, dis-moi. Alors, du coup, là, il s'agirait de trouver un petit peu les procédés et de me les expliquer à l'oral en donnant à chaque fois leur interprétation. Ah, non, j'ai pas fait ça. Bon, Qu'est-ce que tu as fait? j'ai analysé. Vas-y, bon bah vas-y, on va voir et on rectifiera. Mais en fait, Mhm. il y a- du coup, j'avais mis, il y a la narrateur force son père à ouvrir les portes, donc il y a la domination du narrateur sur son père et sur le père, pardon, sur son Ouais. père. Bah, il impose son autorité. Le narrateur, donc les Grieux impose son autorité sur le père en lui prenant ses clés, enfin en lui donnant ses clés et en lui ordonnant de le suivre. Et du coup, le père n'a pas d'autre choix que de dire oui, parce que sinon il se ferait tirer dessus de son point de vue. Et du coup, c'est un renversement des rapports de force. Oui, exact. Donc, le Desgrieux qui était prisonnier devient maître de la situation. Et tandis que le père, figure d'autorité, est maintenant réduit à l'obéissance. Ok. Alors, tout ce que tu dis, c'est très juste. Maintenant, comment tu pourrais me montrer ça avec quelques procédés? Par exemple, tu pourrais t'intéresser à tous les verbes à l'impératif. Tu pourrais également t'intéresser aux exclamatives, à toutes ces petites choses. En tout cas, ton analyse, elle est très bien, mais pense à chaque fois que tu avances quelque chose, montrer un procédé. Donc ici, je pense que tu l'as Ok. remarqué, on est dans du roman. Donc qui dit roman dit beaucoup moins de figures de style que dans la poésie qu'on a vue hier. Donc c'est peut-être moins évident pour toi. Néanmoins, n'hésite pas à repérer tout ce qui va être changement de temps, ponctuation, etc. Tout ça, ça peut te servir. D'accord? Ici, tu as le verbe à l'imparfait répétais-je. Donc, répéter, il y a ce préfixe re qui donne ce sens-là de refaire, de recommencer. Il l'a déjà dit et il le répète. Tu peux aussi te servir des préfixes et des suffixes. Euh, Là, tu vois, on était à l'imparfait. On repasse au passé simple. Qu'est-ce que ça donne comme impression? Ok. Le passé simple, c'est le temps de quoi? Je sais pas comment dire. Bah, le passé simple, c'est pour tout ce qui va être bref, soudain. L'imparfait, ça Ah, va être dans la durée. c'est dans la durée, oui. Oui, oui, c'est ça. J'ai oublié. N'hésite pas à te servir de tout ce que tu connais. En réalité, ici, on va pas forcément chercher très très loin. Tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris, que ce soit au collège ou en seconde, ça peut te servir. C'est pas non plus la peine de chercher des figures de style extrêmement compliquées. De toute façon, c'est rare dans les romans. Essaye plus de te concentrer sur ce que tu connais déjà. Ici, on a du passé simple, ça veut dire que ce sont des actions limitées dans le temps, donc plutôt brèves et assez soudaines. Donc le fait qu'on passe de l'imparfait, le temps de la description à du passé simple, ça montre qu'il y a à nouveau un changement, à nouveau un enchaînement des actions. Ah, oui, oui, d'accord. Ok, j'ai Bah, compris. enfin, enfin, qu'est-ce que c'est? C'est un adverbe, mais c'est un adverbe plus du soulagement comme enfin, finalement, ok, on y parvient. Donc ici, on a un adverbe de soulagement, enfin, là, je sais pas si tu vois ma souris. Donc ça marque un petit peu l'approche du dénouement. Enfin, le narrateur a cette impression qu'on approche de la fin. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être lexique de l'obstacle.
la barrière, la porte, et ça suggère encore des dernières difficultés. Finalement, Desgrieux, même Ok. s'il paraît soulagé, n'est pas au bout de ses peines. En réalité, ce n'est qu'un leurre. Je l'avais mis aussi l'illusion de la liberté. Juste avant le retournement de situation, Desgrieux croit avoir réussi parce qu'il met je me croyais déjà libre. Oui, très bien, je me croyais. On a le verbe croire à l'imparfait. Donc voilà, il croit être libre. On a cette illusion, très très bien. On a cette illusion de la liberté. On a l'adverbe déjà qui montre que c'est un peu en avance. Il a un petit peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, il y a cet adverbe déjà qui montre qu'il est en avance. Il est trop tôt. Du coup, ça va être une illusion. Et j'étais derrière le père avec ma chandelle dans une main et mon pistolet dans l'autre. Ici, on a quand même une opposition entre la réalité. Donc l'opposition, elle est exactement là où tu l'as identifiée. Mais ensuite, on a une conjonction de coordination et Mhm. avec j'étais derrière le père avec ma chandelle et mon pistolet qui montre, qui ramène un petit peu à la réalité. En réalité, il est toujours là avec son pistolet, il est toujours avec le père et il est toujours dans le noir avec sa chandelle. Ok. Ici, il y a une grande opposition entre l'illusion et la réalité, marquée par la conjonction de coordination et. Et ensuite, il y a une accumulation chandelle-pistolet, donc une juxtaposition d'éléments de même nature, enfin des noms communs, quoi. Et il y a aussi un contraste entre la chandelle, qui représente la fragilité, et le pistolet, qui montre un petit peu la dangerosité. Donc ici, on a une certaine forme de dualité entre l'illusion et la réalité, et entre la chandelle, du coup le mince espoir, la fragilité comme ça, et la menace représentée par le pistolet. Ensuite, qu'est-ce que tu peux me dire de un domestique qui couchait dans une petite chambre voisine, entendant le bruit et de quelques verrous, se lève et met la tête à sa porte? Bah, ça rejoint, je me croyais déjà libre. C'est bah, du coup pour des grilles, l'issue semble proche et avant d'être brutalement remis en question par l'intervention du domestique. Mm, Du exact. coup, son assurance qui était déjà assez grande part en éclats. Exactement, c'est exactement ça. Ici, ça part totalement en éclat. C'est un retour brut à la réalité. Et ce retour, on le remarque par les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Euh, se lève, mais, présent de l'indicatif, c'est tout simplement du présent de narration qui rend l'action beaucoup plus vivante. On a l'impression d'être à la place de Desgrieux, de sentir un petit peu son angoisse ici. Présent de l'indicatif qui ramène le lecteur dans l'action parce qu'on a un retour brutal à la réalité. L'action est rendue plus vivante. On a le danger qui est renforcé par les verrous et par leur bruit. Donc en gros, l'intervention ici, elle est totalement compromise et le danger, donc le domestique, surgit soudainement et rompt tout espoir. Très très bien. Ensuite, on devait aller jusqu'au vers 14. Le bon père le crut apparemment capable de m'arrêter. Il lui ordonna avec beaucoup d'imprudence de venir à son secours. Pourquoi on a ici un qualificatif là sur le père? On dit qu'il est bon. Pourquoi? Bah parce qu'il essaie de comprendre des grieux. Le père? Oui. Le père essaie de comprendre des grieux, entre guillemets. Le Euh, bon père. alors, lis la fin.
Le bon père, Enfin, lui, apparemment, est après, capable de m'arrêter. Il ordonna du coup au domestique de venir à son secours, donc d'arrêter Desgrieux pour le sauver. est-ce que c'est. Bah, du coup, ce serait pas péjoratif. Le bon père, en fait, il a. Bah, c'est à cause de lui, il a mis une vie en danger et bah, la vie, elle est plus là. Donc, il est bon. Enfin, c'est une antiphrase ou antithèse, je Ouais, sais c'est plus. ça, voilà, voilà, voilà. C'est ça, c'est exactement ça, c'est une antiphrase. C'est Ouais, c'est une c'est de antiphrase. l'ironie. En réalité, il dit le bon père alors qu'il lui en veut énormément d'avoir alerté le domestique et de l'avoir interpellé. Donc ici, on est sur une antiphrase au niveau du bon. Et du coup, on a encore de l'ironie avec beaucoup d'imprudence. C'est la critique de la naïveté du père. Bon, voilà, ici, le père, il se trompe un petit peu sur les rapports de force, ce qui va conduire au drame, tout simplement. Il va appeler le domestique pour qu'il vienne à sa rescousse. C'est ça. Mais on a énormément d'ironie dans cette phrase, avec le bon père, euh, beaucoup d'imprudence et cru apparemment capable de. Comme s'il était inarrêtable, des grues. Enfin, il se pense inarrêtable, visiblement. C'est une table. Nickel. On en vient presque au bout. Ouh. C'était un puissant coquin qui s'élança sur moi sans balancer. Je ne le marchandai point. Je lui lâchai le cou au milieu de la poitrine. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a tiré. Il a... Il a tiré. Mais en fait, le truc, c'est que il a tiré, mais de base, il pensait que son pistolet n'était pas chargé, mais du coup, pourquoi il a tiré? Hmm, C'est je ça. sais. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais... Comment tu pourrais analyser ça, toi? Bah, on pourrait dire que. Mais en plus, c'est après, c'est avec la suite. Et il dit. Ah, non, c'est pas du tout ça. Ah, si, si, c'est tout en bas. C'est votre faute, lui dis-je. Pourquoi ne l'apportez-vous Attends. Ah, pourquoi me l'apportiez-vous chargé? Et, euh, et après, il dit cependant, je le remerciais d'avoir eu cette précaution. Hmm, Donc, ça veut dire qu'il est quand même rassuré d'avoir eu ça. oui, bien sûr. Sinon, il se serait fait arrêter. Bon, tout simplement. Ici, on a le champ lexical du coup dans la phrase avec c'est impuissant. Coquin. Mhm. On a le champ lexical de la violence, puissance, élança, coup, qui montre la brutalité de l'action et du coup la mort du domestique. Ok. Oui. Ici, on a je ne le marchandais point, qui est un euphémisme en réalité. Donc, un euphémisme, c'est une atténuation. On a un euphémisme. Pourquoi? Je ne le marchandais point. Ça atténue la gravité ici du meurtre qui va se réaliser. Chargé, pas chargé, il a tout de même pointé le domestique. Donc ici, on a un euphémisme avec je ne le marchandais point. Mm. Alors, la suite. Je lui lâchai un coup au milieu de la poitrine, il est bien mort. Voilà de quoi vous êtes cause, mon père. Ouais, et du coup, il rejette la faute sur le père. Voilà, c'est exactement ce que je voulais entendre. Ici, il accuse le père, il rejette la faute sur le père, comme si c'était lui qui avait causé Mm. la mort du domestique. En tout cas, on a l'usage d'un démonstratif, voilà, qui renforce un petit peu cette accusation en rendant l'action immédiate et irréfutable. Et il ajoute, dis-je, assez fièrement. C'est-à-dire que il s'en veut pas à cet instant-là. Ouais, exactement. Donc ici, on a un contraste entre ce qui vient de se passer et fièrement, cet adverbe-là, cette ironie assez tragique. Bon, à ton avis, Ok. pourquoi avoir utilisé cet adverbe? Je te parle de l'abbé Prévost. Pourquoi avoir utilisé cet adverbe? Pourquoi Desgrieux, là, il est fier de ce qui vient de se passer?
Ah, mais parce que comme ça, le père, là, il lui voue une, pas une, comment dire, une, comment, bah, je sais plus, une soumission totale. Ouais. Et pourquoi Desgrieux est fier de lui là? Bah, c'est ça, non? Parce que comme ça, le père, il lui donne une soumission totale et que il, il l'accuse lui pour Hmm. ne pas, pour ne pas avoir de remords et que ce soit le père qui se dise oui, c'est à cause de moi. Ok, mais même si le père dit à tout le monde que c'est lui, Desgrieux, au fond, il sait que c'est lui. Donc, comment tu veux qu'il n'ait pas de remords? Bah, en réalité, ici, parce que l'abbé Prévost, il a voulu montrer que Desgrieux était totalement aveuglé. Il est Ah, aveuglé, ok. tout simplement. Il est convaincu des bien-fondés de son acte. Il est convaincu de l'injustice de cette société qui l'a enfermé et il en oublie totalement les violences qu'il vient de causer. Ok. D'accord. Donc là, Desgrieux Ok. voulait nous montrer que... Desgrieux. L'abbé Prévost voulait nous montrer qu'en réalité, Desgrieux est totalement aveuglé et qu'au cours du roman, au cours du récit, on a commencé à le perdre et sa vision est devenue totalement floue. Il ne se rend plus du tout compte de ce qu'il est en train de faire et il est pris dans une boucle infernale. Ok. Bien, on a encore un petit peu le temps de faire une phrase. Mais que cela ne vous empêche point d'achever, ajoutai-je en le poussant vers la porte. Alors, ici, qu'est-ce que tu comprends? Où ça? Mais que cela ne vous empêche point d'achever. Là, d'achever, ne vous Achevai-je empêche en pas le poussant. d'achever, ajoutai-je en le poussant vers la dernière porte. Oui, Bah que même si c'est le entre guillemets le père qui est en tort, euh, que ça le que ça que ça ne l'empêche pas de bah, d'ouvrir la dernière porte, d'ouvrir bah, la porte. ouais, ici, ça montre encore une fois l'aveuglement de Desgrieux en réalité. C'est-à-dire que malgré tout ce qui vient de se passer, malgré que quelqu'un soit mort très très brusquement en fait, hein, ça ne doit pas, surtout pas, empêcher le père d'ouvrir la porte et de mener Desgrieux à l'extérieur. Mhm. Voilà. Donc on dirait qu'il n'est pas du tout affecté par ce qu'il vient de se passer. Il est comme devenu fou en raison de la situation. Alors, est-ce que c'est compris ce texte-là et la méthodologie? Est-ce que tu as bien compris ce qu'on a fait aujourd'hui? Ouais. Nickel. Oui, là, Alors, là, oui. là oui, Encore une fois. ah, je suis contente. Ouf. On va du coup finir ça la prochaine fois, à savoir demain. Demain, on va finir ça, il reste pas grand-chose. Demain, on finit D'accord. ça et on en fait un autre. L'autre, j'aimerais, si j'ai pas encore choisi, mais j'aimerais si Mhm. possible que on prenne 45 minutes pour en discuter Mhm. ensemble, que je te laisse 30 minutes pour revoir ce qu'on a dit ensemble et qu'ensuite, pendant les 15 dernières minutes, tu passes à l'oral devant moi pour voir un petit peu. Ça, on va faire demain. Est-ce que ça te va comme programme? Du coup, je fais ce qu'on a dit. Non, non, c'est juste pour te dire ce qu'on va faire demain, mais en gros, on va faire ça. Je vais choisir un texte et on va refaire. D'abord, on va finir Manon Lescaut. Du coup, Mhm. n'hésite pas à bien, bien relire Mais après, le texte. Hmm. mais pour savoir, après, donc, on fait le texte et c'est avec ce qu'on va dire que je passerai à l'oral. Voilà, c'est ça. Je prendrai juste un petit bout
que je te donnerai à travailler pour que tu puisses t'entraîner un petit peu à l'oral. Prévision de l'oral. Un petit bout? D'accord, ok. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain. À demain. Merci. Aussi, au revoir.